Et nous allons commencer donc le chapitre 9, qui est le chapitre que tout le monde attendait. Excusez-moi mes cheveux, c'est pas possible. Le chapitre que tout le monde attendait et qui s'appelle l'idée de la liberté. Enfin, nous y voilà. Et ce chapitre commence par une phrase d'apparence tout à fait anodine, mais qui a des conséquences très importantes. Le concept d'arbre est conditionné pour la connaissance par la perception d'un arbre. C'est une petite phrase qui a l'air totalement anodine, mais qui veut dire ceci. Lorsque j'ai une perception, en fait, par rapport à cette perception, je ne peux choisir dans mon système de concepts qu'un seul concept bien défini. En d'autres mots, lorsque j'observe une pomme, je ne peux retirer de mon système de concepts que le concept de pomme. Évidemment, je peux en inventer un autre. Je peux dire carré magique ou je peux dire je peux inventer ce que je veux. Mais on en reviendra toujours au bout du compte lorsque j'ai le percept pomme à associer le concept pomme. Ce qui veut dire ceci, c'est qu'en fait, dans le domaine de la connaissance, il n'y a pas de liberté. Le concept que je vais associer à une perception est déterminé par la chose elle-même. Donc pas de liberté dans ce domaine-là. C'est très important parce que dans la suite du chapitre, il va étudier les différents niveaux d'action possibles pour un être humain. Et c'est vraiment déjà une sérieuse mise en garde que de signaler quelque chose qui serait passé ou sinon totalement inaperçu. Donc je relis cette petite phrase, c'est la première phrase du chapitre. Le concept d'arbre est conditionné pour la connaissance par la perception d'un arbre. La détermination de ce concept d'arbre par l'objet arbre, si elle n'est pas libre, elle n'est pas arbitraire non plus. Elle se fait selon des lois bien précises qui sont contenues dans l'objet. Donc ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. Attention, attention. Par contre, lorsqu'il s'agit de la connaissance, lorsqu'on observe les rapports que l'homme établit entre elle et le monde, on arrive à une observation primordiale. Et cette observation primordiale nous fournit la certitude que la pensée est en soi une entité complète qui peut être directement connue par l'homme. Tout cela a été étudié dans les chapitres précédents. Il est évident que faire cette expérience de la pensée n'est pas a priori faisable sans qu'on fasse un effort particulier pour y arriver. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on observe un objet? Il se forme à l'intérieur de nous une représentation. J'observe une pomme et en moi se forme une image de la pomme. Cette image de la pomme peut évoluer au fil du temps, au cours de ma vie, car de nouveaux concepts viennent s'ajouter à l'objet pomme. Par exemple, si je coupe une pomme en deux, je vais voir apparaître une étoile au milieu de la pomme. Oh, nouveau mystère, nouveau concept, un nouveau mouvement naît et ma représentation de la pomme s'en trouve enrichie. Il y a une notion qui est très importante là-dedans. C'est que quand j'ai une représentation, c'est à partir de celle-ci que je vais commencer à travailler
pour observer non pas la pensée qui est morte et qui vit en moi sous forme de représentation figée, une sorte de cadavre, une sorte de trace laissée par une activité mystérieuse qu'on appelle la pensée. Si je concentre mon attention sur cette représentation et que j'arrive, par des exercices répétés, faits dans la joie et non pas avec une auréole autour de la tête, le mieux, c'est de considérer ça comme un jeu. Et un jeu est très sérieux. Vous savez que les enfants, ils jouent très sérieusement. À ce moment-là, je pourrais faire glisser ma volonté dans cette représentation consciemment. Et pour illustrer ce qui se passerait, je vais me servir d'une image. Vous savez que pour faire du feu, on peut frotter un objet contre un autre jusqu'à ce que naissent des étincelles. Disons que ces étincelles sont de petites intuitions qui jaillissent continuellement au cours de la journée et qui servent en partie, donc, à former mes représentations. Mais qu'est-ce qui se passe si je frotte de plus en plus fort les deux objets l'un contre l'autre? Naît alors une petite flamme, du feu. Et ceci pourrait être comparé à l'acte d'intuition qui est à la base de mes pensées mortes représentatives. Pour cela, il faut de la volonté dans la pensée. Bien sûr, je simplifie très fort ici tout un processus qui est à accomplir. Ici, Steiner considère que, grosso modo, on l'a accompli et que donc, nous sommes capables d'observer la pensée sous une forme vivante. Donc, restons dans le domaine de la compréhension. Pour le reste, il s'agit d'exercice. L'homme qui observe la pensée vit directement à l'instant où il l'observe au sein d'une essence spirituelle qui subsiste par elle-même. Et ce qu'il y a de particulier, lorsqu'on peut vivre ne fût-ce qu'un court instant dans l'être même de la pensée, c'est que les deux termes de l'acte de la connaissance, d'un côté le percept, la chose, la perception, disons, et de l'autre côté le concept, l'idée, ne sont plus séparés, mais se trouvent réunis en un seul. Lorsqu'on a réalisé cette expérience, on n'a plus besoin de s'imaginer que quelque chose d'autre est nécessaire, tel que l'atome, l'inconscient, les phénomènes physiques du cerveau, puisqu'on vient à ce moment-là de prendre conscience d'une entièreté, d'une entité qui vit et subsiste par elle-même. L'essence qui se manifeste dans notre conscience sous la forme de pensée n'apparaît plus alors comme un reflet fugace des choses, mais comme une réalité spirituelle reposant absolument sur elle-même. Et cette entité se fait connaître à l'homme par l'acte d'intuition. On en a déjà parlé. Oh, je viens d'avoir une idée. Si je pouvais me maintenir à ce moment-là dans le domaine pur de l'intuition, je serais dans le monde, entre guillemets, spirituel. L'intuition consiste à vivre consciemment dans un monde spirituel.
spirituel. Alors, je vais vous proposer un petit exercice que je dois à Goodwin et à Brian Gray, dont je ferai une petite vidéo où je vous montrerai, je vous donnerai des liens qui vous permettent de travailler sur la philosophie de la liberté. Je vais donc vous proposer un petit exercice. Voici donc le petit exercice. Vous allez voir défiler devant vos yeux une phrase qui est « La sagesse vit dans la lumière ». Je vous demande donc dans un premier temps de lire cette phrase attentivement. Cette phrase est composée de 6 mots. Et ce qui est intéressant dans les mots, c'est que à l'intérieur du mot, le concept et le percept sont très très rapprochés. Donc lisez attentivement cette phrase. Vous pouvez fermer les yeux ensuite ou les garder ouverts, c'est comme vous voulez. Vous allez la lire intérieurement, ou vous pouvez la prononcer à haute voix si vous n'êtes gêné par personne, une dizaine de fois. À l'intérieur de vous vont apparaître un certain nombre d'images, de significations diverses. La sagesse vit dans la lumière. Laissez venir vers vous toutes ces représentations. Et ensuite, vous allez relire la phrase, mais en ne prononçant pas le dernier mot. Donc, vous allez relire intérieurement « La sagesse vit dans la » mais vous allez continuer à vous représenter le mot manquant. Ensuite, vous allez continuer en supprimant le mot suivant. La sagesse vit dans... Il faut recommencer encore une fois. La sagesse vit... Et vous supprimez à chaque fois un mot. De telle sorte qu'à un moment donné, vous n'aurez plus à l'intérieur de vous de contenu de perception. Je dis bien en principe. Peut-être qu'il faudra répéter l'exercice. Calme et silence sont nécessaires. On arrivera à la sagesse, puis là, et puis le contenu de la perception aura disparu. Vous essayerez intérieurement de continuer à vivre dans l'intention que vous aviez au début lorsque vous prononciez la phrase entièrement. Essayez de vous maintenir dans cet état pendant quelques secondes, le temps que vous jugez utile. Recommencez peut-être l'exercice. Redites la phrase, supprimez les mots un à un. Si vous étiez devant moi, je vous demanderais de partager avec moi ce que vous avez ressenti. Qu'est-il advenu de votre attention, l'attention,
qui était dirigé sur la phrase et sur les mots. Est-ce que vous vous trouviez à ce moment-là dans un vide complet? L'idée, c'est que en faisant cet exercice, progressivement, vous devez être capable, non pas de vous maintenir dans le royaume des intuitions, ce qui serait un peu prétentieux pour ce genre d'exercice, mais quelque chose devrait se passer, et normalement il faudrait qu'on soit l'un en face de l'autre pour pouvoir en parler. Je vous laisse donc seul avec votre exercice. Revenez vers moi quand vous aurez terminé. Bon voyage les amis. On peut se demander quel rôle joue l'organisme humain dans l'activité de la pensée. En fait, dit Steiner, l'organisme n'a aucune influence sur elle, mais l'organisme s'efface, pour ainsi dire, lorsqu'elle entre en activité. Il inhibe en quelque sorte sa propre activité. Il laisse la place libre pour que la pensée y apparaisse. La force de la pensée fait reculer celle de l'organisme et agit à sa place. De même, lorsqu'on a observé de bonne foi ce qu'est la pensée, on n'est aucunement tenté de la croire conditionnée ou causée par les traces qu'elle imprime dans l'organisation humaine en préparant son apparition à travers cette dernière. Donc en fait, l'organisation humaine sert à préparer l'apparition de la pensée. C'est une longue discussion, c'est un long débat, c'est un sujet très complexe. Je vais le laisser ouvert, je vais simplement vous donner une nouvelle image, celle d'un miroir. Vous vous placez devant un miroir, vous apercevez votre corps en mouvement. Le miroir est mort, c'est un objet mort. L'image dans le miroir est en mouvement, elle est colorée, elle est le reflet de qui? De vous. On peut méditer sur cette image au sujet de ce que je viens de dire. Je crois que la philosophie de la liberté, il faut beaucoup la méditer entre guillemets. Parce que la méditation, en fait, a une signification très précise qu'on n'abordera pas ici. Une autre question se pose. Si l'organisation humaine ne participe pas à l'essence de la pensée, quel est en définitive son rôle dans la constitution de l'entité globale, humaine globale? Et la réponse ici est que l'organisation humaine, physique, sert de support à la conscience du moi. Le vrai moi est réellement compris dans l'essence de la pensée, mais non pas la conscience du moi. Donc la conscience du moi naît grâce à l'organisation humaine. Mais, souligne à un autre endroit Rudolf Steiner, à partir du moment où on réussit à faire l'expérience de la pensée comme entité autonome, c'est comme si on s'était créé une sorte de demeure, une sorte de permanence
à l'intérieur de cette entité, et à partir de ce moment-là, notre conscience du moi fait partie, elle aussi, de l'être de la pensée. C'est donc grâce à l'organisme que l'homme prend conscience du moi, mais qu'on n'en déduise pas que cette conscience du moi, une fois apparue, demeure indépendante de cet organisme. Il n'en est rien. Une fois apparue, la conscience du moi entre dans le domaine de la pensée et en partage dorénavant la nature spirituelle. En clair, ma conscience peut subsister sans le corps. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Je vous laisse méditer là-dessus, la suite au prochain numéro.